Rebonjour, nous voilà dans la séquence 2 de ce chapitre dédié à quelques aspects statistiques dans le contexte des plans d'expérience appliqués aux problèmes de formulation. Alors, dans une première séquence, on est parti des résultats bruts de l'analyse mathématique pour construire, sans faire de calcul complémentaire, un graphe d'adéquation. Et ce graphe d'adéquation, nous l'avons longuement commenté parce qu'il peut être riche d'informations et susciter d'éventuelles transformations. Donc, dès lors que le graphe d'adéquation ne nous permet plus de chiffrer la qualité des modèles, c'était le cas du dilemme entre le modèle de degré 3 et le modèle de degré 4, il va falloir utiliser une méthode plus formelle que la simple analyse d'un graphique, et donc on va construire un calcul qui nous conduira au coefficient de détermination ajusté, dont vous voyez la formule à l'écran, avant de passer à la qualité prédictive du modèle. Dans cette séquence, on se limitera à la qualité descriptive des modèles. Alors revenons sur le dilemme. Le graphe d'adéquation nous montrait que le modèle de degré 3 était bien plus descriptif que les modèles de degré 2 ou degré 1. Par contre, on était incapable de faire la différence entre le modèle de degré 3 et le modèle de degré 4. Et donc c'est là que les statistiques vont se révéler être des outils d'aide à la décision pour pouvoir trancher. Alors, je vous avais dit qu'en récupérant les résultats de l'analyse mathématique, on pourrait éventuellement être tenté de comparer les sommes des carrés des écarts qui proviennent de la minimisation des moindres carrés, c'est ce que vous voyez en bas, mais attention, comparer les sommes des carrés des écarts sans autre forme de procès est quelque chose de délicat, puisque le nombre de coefficients n'est pas le même suivant qu'on est dans le modèle situé à gauche de l'écran et le modèle situé à droite de l'écran. Et donc il va falloir normer ces sommes de carrés des écarts pour pouvoir décider efficacement. La norme de ces sommes des carrés des écarts fait appel à ce qu'on appelle des nombres de degrés de liberté. Mais avant ça, on va devoir introduire des choses liées à l'analyse de régression et à présenter justement cette méthode qui va nous aider, et on va voir si finalement c'est la bonne méthode. Alors on nous dit dans une norme intitulée 3534-3, qui est une norme de vocabulaire associée au plan d'expérience, que l'analyse de régression est un groupement de procédures associées à l'évaluation des modèles qui lie des variables de prédiction à des variables de réponse. Alors cette phrase est quelque part rassurante parce que s'il y a des procédures, celles-ci sont parfaitement formalisées et donc quand on n'est pas habitué, en les suivant à la lettre, on doit arriver au résultat. Ensuite, on nous dit que ces procédures vont nous permettre d'évaluer les modèles. C'est ce qu'on cherche à faire d'un point de vue descriptif et d'un point de vue prédictif. Et ces modèles relient des variables de prédiction, ici ce sont les proportions des constituants que l'on a mis en œuvre dans le plan de mélange, aux variables de réponse, ici nous n'en avons qu'une, c'est la masse volumique apparente du mélange. Donc a priori, la première phrase de la définition semble convenir, il faut s'orienter vers l'analyse de régression. On nous dit que l'analyse de régression est couramment associée au procédé d'estimation des paramètres d'un modèle théorique par optimisation d'une fonction objective, par exemple en minimisant la somme des différences carrées entre les réponses observées et celles prévues par le modèle. C'est ce que nous avons fait en mettant en œuvre la méthode des moindres carrés, mais lisez bien la phrase, l'analyse de régression est couramment associée à la méthode d'estimation, c'est-à-dire que d'une part, l'analyse mathématique produit, grâce à cette méthode d'estimation, des coefficients, des résidus, un modèle, et l'analyse de régression va être associée lorsqu'on veut évaluer ces modèles. Donc c'est pour ça que je sépare d'un côté les aspects statistiques, avec pour objectif l'estimation des coefficients, et d'autre part les aspects statistiques, avec bien l'évaluation de la qualité des modèles. Naturellement, on vous dit, par exemple, en minimisant la somme des carrés des écarts, ça veut dire qu'il existe aussi des outils, des procédures dédiées à l'estimation de la qualité des modèles provenant d'autres méthodes d'ajustement. On avait parlé de la régression PLS ou de la régression Ridge. Donc ça se veut être une procédure un peu transversale à plusieurs méthodes d'estimation.
On nous dit qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'existence de logiciels statistiques a supprimé la plupart du travail fastidieux pour estimer les paramètres, leurs erreurs types, c'est-à-dire l'incertitude qui affecte ces coefficients, et puis un grand nombre de diagnostics du modèle, et là encore c'est la norme qui le dit, il y a un grand nombre de tests statistiques qui sont souvent proposés par les logiciels, et l'objectif de ce chapitre n'est pas de faire un inventaire de tous les tests statistiques qui peuvent exister, à la fois sur les modèles, les coefficients et les résidus, mais c'est de vous montrer les quelques points clés qu'il faut regarder en premier, au moins quand on est débutant, et qui permettent dans la majorité des cas de tirer de l'information de façon satisfaisante pour éviter de se perdre dans le dédale des listings proposés par les différentes solutions informatiques. Alors le produit de l'analyse de régression va se traduire dans un tableau qui porte le même nom. On nous dit que, dans la suite de la définition, l'analyse de régression joue un rôle similaire à celui de l'analyse de variance. Alors l'analyse de variance, c'est une méthode qui permet d'analyser les variations. Nous aussi, on a des variations. Sauf que dans l'analyse de variance, les facteurs qui provoquent la variation sont le plus souvent considérés comme étant qualitatifs. Vous passez d'une vitesse lente à une vitesse rapide et vous regardez la qualité de votre émulsion. Vous passez de l'opérateur numéro 1 à l'opérateur numéro 2 ou encore à l'opérateur numéro 3 et vous regardez la qualité d'une méthode de mesure. Est-ce qu'il y a un effet de l'opérateur sur la qualité de la méthode de mesure? Eh bien ici, l'analyse de régression va jouer à peu près le même rôle, sauf qu'on va expliciter le modèle, alors que dans l'analyse de la variance, vous explicitez rarement l'équation du modèle. Et ce modèle, en fait, il s'appuie sur des variables qui sont quantitatives continues. Les facteurs sont continus avec des niveaux. Ça tombe bien, les proportions des constituants, vous pouvez considérer qu'elles varient aussi continuellement que permet de le faire votre instrument de dosage. L'accent étant davantage porté sur un modèle de prédiction, ça tombe bien, on veut faire de l'optimisation et on cherche à quantifier la qualité prédictive, alors que dans les exemples que je vous ai cités, l'analyse de variance se limite essentiellement au côté descriptif. Est-ce qu'on arrive à bien décrire le rôle de l'opérateur dans la variabilité d'une méthode de mesure? On ne cherche pas à prédire quelles seront les performances d'un nouvel opérateur. On cherche simplement à décrire l'état d'un système. Alors, l'analyse de régression joue un rôle similaire à celui de l'analyse de variance, et donc ça fait partie de ce qu'on appelle des tests statistiques. Alors, un test statistique, c'est une procédure qui va nous aider à décider, et on va décider par rapport à une hypothèse. Alors, quelles sont les questions que l'on se pose, et d'où proviennent ces questions? Eh bien, depuis bien longtemps, en métrologie, on dit que toute valeur mesurée peut être égale à la somme d'une partie déterministe et d'une partie aléatoire. C'est ce qu'on a fait en introduisant la méthode des moindres carrés. La valeur mesurée de la masse volumique apparente pour chacun des mélanges a été exprimée sous la forme d'une partie déterministe qui représente l'équation du modèle en fonction de x1, de x2 et des termes rectangles, des termes cubiques introduits dans l'équation du modèle, plus ce que le modèle ne peut pas expliquer, et ça c'était la partie aléatoire qu'on avait appelée les résidus. Et donc on peut se poser légitimement la question suivante: quelles sont les contributions des parties déterministes et aléatoires dans la variation des résultats expérimentaux? En effet, dans le vecteur des réponses Y, on a vu que la masse volumique apparente variait entre 1300 grammes par litre et 1900 grammes par litre. Est-ce que les variations que vous voyez dans ce vecteur sont purement aléatoires? Est-ce qu'elles sont dues à la partie déterministe? Est-ce qu'elles sont dues à la partie aléatoire? Et donc, quelle est la contribution de chacune des parties de la décomposition? On pourrait naturellement retranscrire cette phrase plus explicitement dans le contexte. Quelle est la part de cette variation? Quelle part peut-on expliquer à partir du modèle? Alors, le modèle de degré 2, le modèle de degré 3, le modèle de degré 4, et quelle est la part qu'on ne peut pas expliquer? C'est la partie aléatoire. Il faut bien que le modèle que vous avez explicité intervienne. Alors, n'oubliez jamais, quand vous mettez en œuvre des logiciels,
que les nombreuses pages de diagnostic que vous allez obtenir s'appuient généralement sur un nombre restreint de résultats expérimentaux. La finalité des plans d'expérience, c'est de construire des modèles en limitant la taille de l'expérimentation. Donc n'oubliez jamais que finalement le nombre d'expériences va être relativement proche du nombre de coefficients que vous voulez estimer, que vous êtes en plus dans un système adimensionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas un seul Y qui varie en fonction d'un seul X, et donc soyons efficaces, modestes et pragmatiques, et sachons extraire des méthodes très riches d'analyse de régression, ce que l'on peut raisonnablement appliquer au plan d'expérience en formulation ou au plan d'expérience en général. Alors, on a parlé de variations. Ces variations, il va falloir les matérialiser ou du moins les quantifier avec une statistique. Une statistique, c'est une fonction de variable aléatoire qui permet de faire l'état de l'art sur ce que l'on cherche à expliciter. Alors, les vecteurs dont on va avoir besoin pour mener à bien l'analyse de régression, ce sont les trois vecteurs que vous voyez à l'écran. Le vecteur des réponses mesurées, lui, il ne changera pas d'une feuille de calcul à l'autre. Que vous utilisiez un modèle de degré 2 ou un modèle de degré 3, le vecteur Y, ce sera le même. Par contre, les vecteurs Y chapeau et le vecteur des résidus dépendent du type de modèle que vous allez mettre en œuvre. Et on a vu ici que le modèle de degré 2 donnait des écarts qui étaient plus grands que le modèle de degré 3. Par contre, entre le modèle de degré 3 et le modèle de degré 4, on ne voyait pas visuellement une grande différence. Donc il va falloir, finalement, si on ne voit pas la différence, il va falloir la quantifier à partir de statistiques, et c'est ce que l'on va faire à partir de ces trois vecteurs. Alors, l'analyse de régression, qui est un test statistique, fait une hypothèse, puisqu'un test statistique a pour finalité de renvoyer une probabilité, donc un degré de croyance, face à une hypothèse que vous avez émise au départ de l'analyse. Et l'hypothèse, c'est qu'en fait, rien ne varie, c'est-à-dire que le vecteur Y contient des résultats dont les variations ne sont dues qu'à des causes aléatoires. C'est-à-dire que les changements de niveau des proportions des constituants n'ont, d'après l'hypothèse que l'on suppose, n'ont aucun effet sur la variation de la réponse Y. Quand vous voyez la masse volumique varier entre 1350 et 1900 grammes par litre, on va admettre que c'est une variation aléatoire. Et on va chiffrer la probabilité face à cette hypothèse. Donc on suppose que la variation des résultats n'est explicable que par des phénomènes aléatoires et non par la variation contrôlée des proportions des constituants au sein du plan de mélange. Alors c'est souvent un peu gênant cette façon de procéder parce que vous, en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, vous avez mis en œuvre un plan d'expérience en espérant voir varier la réponse et pouvoir tirer profit. Attention, le statisticien dit, dans un premier temps, je vais supposer que les variations que l'on voit ne sont pas dues à ce que vous avez fait. Voilà. Et on va associer une probabilité à cette hypothèse. Alors, dans le cas présent, le modèle se réduirait à Y égale constante, puisque finalement, les variations des proportions n'auraient aucun effet sur la variation de la réponse. Et cette hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Et on aimerait bien pouvoir se prononcer face à cette hypothèse. Est-ce que le degré de croyance de cette hypothèse est élevé ou est-ce qu'il est très faible? Si le degré de croyance associé à cette hypothèse est très faible, eh bien vous allez rejeter cette hypothèse. Imaginez qu'on trouve par le calcul qu'il y ait 0,1% de chance que cette hypothèse soit vraie. Ça, c'est dans le domaine de l'espace mathématique. Dans le domaine de l'espace industriel, vous allez l'interpréter comme il y a 99% de chances que cette hypothèse soit fausse, et donc que la variation ne soit pas purement aléatoire. Et si elle n'est pas purement aléatoire, elle est sans doute due, en partie, voire en très grande partie, aux variations des proportions des constituants. Et donc on aimerait pouvoir se prononcer sur cette hypothèse, et les statistiques, dans leur grande générosité, vous aident et vont vous renvoyer une probabilité. Une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1,
qui va vous dire le degré de croyance, qui traduit le degré de croyance de l'hypothèse nulle que vous avez postulée. N'oubliez jamais que l'hypothèse nulle, ce n'est pas le modèle descriptif, non, c'est la variation des résultats est purement aléatoire. Donc si c'est le cas, y est égal à une constante. Si vous rejetez cette hypothèse, vous conclurez que le modèle va vous aider sans doute à expliquer la variation des résultats expérimentaux. Mais attention, parmi les modèles, il y en a qui expliquent mieux la variation que d'autres. Voilà. Donc c'est ce que l'on va faire là, c'est ce que l'on va mettre en œuvre dans le tableau d'analyse de régression. Alors, on va mettre en œuvre un test statistique, procédure, qui permet de se prononcer sur une hypothèse nulle. Alors, on va toujours partir de la décomposition, valeur mesurée égale partie déterministe plus partie aléatoire. La valeur mesurée, c'est le vecteur des réponses. La partie déterministe, c'est le vecteur des réponses modélisées. Et la partie aléatoire, c'est le vecteur des résidus. Comment va-t-on résumer ces ensembles de valeurs? Alors, ils ont tous la même dimension, en nombre de lignes, mais il va falloir les résumer. Pour les résumer, on va utiliser un indicateur qui est la somme des carrés des écarts. Une variation, on va la résumer à partir, dans un premier temps, d'une somme de carrés des écarts, et on va comparer ces sommes de carrés des écarts. La somme des carrés des écarts total, c'est une constante. Quel que soit le modèle, le vecteur que vous avez à gauche à l'écran ne dépend absolument pas du type de modèle que vous avez retenu. Donc une fois que vous avez calculé la quantité SCT, pour somme des carrés total, vous n'avez plus à la recalculer. Par contre, les autres sommes de carrés, il va falloir le faire en fonction du degré du modèle. La somme des carrés SCT, somme des carrés total, des écarts total, c'est la somme pour i égale 1 à n des carrés des écarts des valeurs expérimentales, petit yi, avec leur moyenne, y bar. En effet, si les variations ne sont dues qu'à des phénomènes aléatoires, ça veut dire que les valeurs des réponses sont proches, quel que soit le mélange, et donc si les valeurs sont proches entre elles, elles sont proches de leur moyenne. Donc plus la somme des carrés SCT sera petite, plus les écarts seront petits, et donc plus vous conclurez que, naturellement, il y a une forte chance que les variations ne soient dues qu'à des fluctuations aléatoires. Mais attention, ce serait dangereux de faire ça, et donc on ne peut pas simplement se fier à la quantité SCT, parce qu'il faut bien la comparer à quelque chose pour dire si c'est petit ou si c'est grand. Eh bien, on va la décomposer, cette somme des carrés SCT, à une somme des carrés liés au modèle. Donc vous voyez que c'est la même structure. On va calculer les écarts entre les réponses prévues par le modèle, y chapeau i, moins la moyenne de ces réponses. Et pourquoi on a le droit de mettre la même moyenne? Parce que nous avions vu que, comme conséquence de l'analyse mathématique et de l'application de la méthode des moindres carrés, la moyenne des yi est égale à la moyenne des y chapeau i. Donc dans la parenthèse, j'ai utilisé le même symbole puisque c'est la même valeur. Et enfin, une autre somme des carrés va nous intéresser, et celle-là, nous l'avons déjà évaluée à partir de la méthode des moindres carrés, c'est la somme des carrés des écarts des résidus. Leur moyenne étant nulle, vous pouvez écrire directement somme des carrés des écarts des résidus par rapport à la moyenne, c'est la somme des carrés directement des résidus, somme des yi moins y chapeau i au carré. Donc en fait, les trois vecteurs dont deux d'entre eux nous ont permis de faire un graphique, le graphe d'adéquation, vont être transformés immédiatement en somme des carrés des écarts SCT, SCM et SCE, et ensuite, au vu de ces valeurs, on va calculer des indicateurs. Alors, c'est ce qui est fait ici. Avant le calcul de la somme des carrés des écarts, vous pouvez vérifier que la moyenne des valeurs mesurées est égale à la moyenne des valeurs calculées, 1714 grammes par litre, et que la moyenne des résidus est bien égale à 0. Nous sommes toujours sur un modèle de degré 2 qui nous sert à introduire les concepts. Le premier bloc, valeur mesurée, va être résumé par la somme des carrés SCT, 282 221. Le bloc suivant va être résumé par la somme des carrés des écarts liés au modèle. C'est la partie déterministe, le modèle, et vous voyez s'afficher dans le cadre la valeur de cette somme de carrés. Et enfin, vous voyez apparaître la somme des carrés des écarts liés aux résidus, la partie aléatoire. Et vous constatez que, alors c'est un constat numérique,
que le terme qui est à gauche, 282 221, eh bien c'est la somme des deux sommes des carrés qui sont à droite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que SCT est égal à SCM plus SCE. Et c'est ce qu'on appelle l'équation d'analyse de régression, qui est le pendant de l'équation d'analyse de variance. Alors, ces valeurs, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va les mettre dans un tableau qu'on appelle le tableau d'analyse de régression. Alors, vous le voyez ici complètement rempli, y compris avec la valeur de probabilité que nous interpréterons. J'ai reporté sur la ligne modèle la somme des carrés des écarts liés au modèle, le SCM. J'ai reporté sur la ligne résidu la valeur correspondant à la somme des carrés des résidus, et sur la dernière ligne, j'ai reporté la valeur de SCT. Comment calculer ces sommes de carrés d'écart? Eh bien, on va voir qu'une fonction Excel vous permet de le mettre en œuvre immédiatement. Alors, revenons sur la justification de l'équation d'analyse de régression. Partons de la somme des carrés SCT, que vous voyez apparaître à l'écran. Dans cette somme des carrés, le terme yi moins y bar au carré, je vais introduire dans ce terme la valeur 0. Et je vais l'introduire sous la forme de moins y chapeau i plus y chapeau i, c'est ce que vous voyez à droite du signe égal. Je vais développer l'identité remarquable, grand A plus grand B au carré, de façon à faire apparaître des sommes de carrés, et vous ne voyez pas apparaître le double produit parce que vous pourrez démontrer, à titre d'exercice, qu'en vertu de la propriété de la moyenne, en vertu des propriétés des sommes des yi et des sommes des y chapeau i, la somme des doubles produits est nulle. C'est classique en analyse de variance, et on retrouve cette propriété en analyse de régression ici, ce qui permet de décomposer la somme des carrés totales sous la forme de deux sommes de carrés d'écart, rigoureusement, la somme des carrés des écarts de type résidu, yi moins y chapeau i au carré, plus la somme des carrés des écarts liés au modèle y chapeau i moins y bar au carré. Et c'est ce qui vous permet d'écrire l'équation d'analyse de variance. Alors quand on met en œuvre un logiciel, naturellement, vous pourrez vérifier que le logiciel ne se trompe pas. Lorsque vous mettez en œuvre une feuille de calcul Excel, pensez à calculer indépendamment ces trois sommes de carrés et à vérifier que la somme des deux premières vous redonne la troisième. Si vous avez fait une erreur, vous risquez de vous en apercevoir à cette étape. Alors comment concrètement calculer ces sommes de carrés? Bien, je vous l'ai dit, il y a une fonction dans Excel qui s'appelle somme.carré.écart, et il n'est nullement besoin de calculer la moyenne arithmétique et de renseigner quelque part la valeur de la moyenne arithmétique. Pourquoi? Parce que on nous dit dans la boîte de dialogue de cette fonction que la fonction somme.carré.écart renvoie la somme des carrés des écarts entre les points de données, c'est-à-dire les valeurs du vecteur réponse, les valeurs du vecteur modèle et les valeurs du vecteur résidu, et leur moyenne échantillonnée. Donc il calcule automatiquement la moyenne qu'il soustrait aux valeurs avant de faire la somme des carrés. Donc il suffit de renseigner simplement le champ où se situent les valeurs. Donc pour calculer la première colonne de ce tableau, que j'ai appelé SC, que j'ai intitulé SC, vous utiliserez la fonction somme des carrés des écarts. Alors la somme des carrés des écarts va donner lieu à la construction d'un premier coefficient qu'on appelle le coefficient de détermination. Donc vous voyez la valeur numérique avant de voir apparaître la formule, 86%, mais je vais m'empresser de dire que ce coefficient est finalement peu utile par rapport au problème que nous avons, qui consiste à comparer deux modèles à propos de leur qualité descriptive. Alors, comment calculer ce coefficient? Eh bien, puisque la somme des carrés totale, SCT, est une constante, c'est indépendant du type de modèle, et que cette somme de carrés totale SCT peut toujours s'écrire sous la forme SCM plus SCE, eh bien, vous allez calculer le rapport SCM sur SCT, la somme des carrés liés au modèle sur la somme des carrés totale, de telle sorte que cette somme variant entre 0 et 1, on va expliquer pourquoi, vous pouvez fabriquer un indicateur qu'on appelle R2, qui s'appelle le coefficient de détermination. En effet, si finalement le modèle ne décrit, mais alors vraiment absolument pas, la variation des résultats expérimentaux. Imaginez y égale constante, la somme des carrés des écarts liés au modèle est nulle, donc bilan de l'opération, le coefficient R2 sur SCT sera égal à 0. Imaginez maintenant à l'autre extrémité que la somme des carrés des écarts soit nulle. Si la somme des carrés des écarts est nulle, SCM est égal à SCT, auquel cas le rapport en question est égal à 1.
Donc R2, c'est un nombre réel qui varie entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus la somme des carrés des écarts est très faible, donc plus le modèle passe près des points expérimentaux, et donc plus il est descriptif. Donc c'est ce que vous voyez écrit à l'écran, soit sous la forme SCM sur SCT, soit en remplaçant SCM par sa valeur, à savoir SCT moins SCE, et auquel cas vous pouvez encore l'écrire sous la forme 1 moins SCE sur SCT. Et donc vous auriez tendance à dire que le modèle de degré 2 présente une qualité descriptive égale à 86,38%, ce qui est, ma foi, une bonne performance. On doit pouvoir mieux faire, mais c'est mieux que 54%. Alors attention, cet indicateur n'a de sens que lorsqu'on n'a pas à comparer les modèles, et réserver cet indicateur et la formule qui vous a permis de l'obtenir au seul modèle y égale A0 plus A1x, c'est-à-dire la droite présentant une ordonnée à l'origine. N'utilisez pas cet indicateur si vous avez un modèle qui passe par l'origine, le type y égale b fois x, il faut utiliser une autre formule, et n'utilisez pas cet indicateur quand vous cherchez à comparer des modèles qui ne mettent pas en œuvre le même nombre de coefficients. C'est pour ça qu'il va falloir utiliser un autre coefficient qu'on va appeler le coefficient de détermination R2 ajusté, parce que vous allez ajuster ce coefficient en fonction du nombre de coefficients du modèle. Alors, vous pourriez très bien faire une représentation sectorielle de ce que vous venez de faire, le camembert dans son ensemble représentant la somme des carrés des écarts total, et vous voyez ici apparaître en bleu la contribution du modèle, et de l'autre côté la contribution des résidus. Alors le mot contribution ici est un peu excessif parce que ceux qui ont déjà utilisé ce concept savent que, en fait, une contribution c'est plutôt un rapport de deux variances. Et ici, vous avez fait un rapport de deux sommes de carrés. Donc, bilan de l'opération, la comparaison risque d'être un peu délicate. Ceci dit, vous voyez bien que le modèle, allez, dans un langage un peu coutumier, l'emporte, donc la partie déterministe, l'emporte sur la partie aléatoire. Alors, vous pourriez vous livrer au même exercice en fonction du degré du modèle. C'est ce que j'ai représenté ici. Vous voyez que finalement, dans un modèle de degré 1, la part aléatoire, représentée en rouge à l'écran, est énorme. La contribution des résidus, si tant est qu'on puisse utiliser le terme contribution, est égale à 99%, alors que la contribution du modèle, la partie déterministe, celle que vous comptez exploiter pour faire tourner la boucle de la formulation, a une contribution de 0,76%. Et puis, vous voyez que dès qu'on passe au modèle de degré 2, on inverse la tendance, et qu'entre le modèle de degré 3 et le modèle de degré 4, on retrouve la même ambiguïté que précédemment, à savoir un R2 qui est égal à 99,71% dans le modèle de degré 3 et un 99,81% pour le modèle de degré 4. Alors attention, le coefficient R2, que vous associez souvent à des courbes de tendance dans des logiciels informatiques, croît systématiquement avec le degré du modèle. Donc il suffit de prendre un modèle de degré 4 pour avoir un coefficient R2 plus grand que le coefficient R2 du modèle de degré 3. Et donc si vous vous basez simplement sur le coefficient R2 pour conclure, eh bien, c'est même pas la peine de faire le calcul des modèles de degré 1 et de degré 2. Calculez directement le modèle de degré le plus élevé, vous aurez la qualité descriptive la plus élevée. Et bien naturellement, ceci n'est pas très judicieux. Alors il va falloir naturellement corriger ce coefficient de détermination R2 pour l'ajuster et tenir compte du nombre de coefficients dans les différents modèles. Alors c'est ce qu'on va faire en faisant intervenir ceux qui transforment les sommes de carrés en variance. Et qu'est-ce qui transforme les sommes de carrés en variance? Eh bien, ce sont les nombres de degrés de liberté. Alors je redis et je dis régulièrement que comparer, c'est mettre côte à côte et mettre côte à côte à la même échelle. Ici, nous avions mis côte à côte et pour mettre à la même échelle, eh bien, il va falloir normer avec des nombres de degrés de liberté. Les nombres de degrés de liberté, ce sont des entiers naturels, les nombres entiers naturels, qui vont, par exemple, pour la somme des carrés des écarts, traduire l'écart entre le nombre d'expériences que vous avez réalisées, 7,
et le nombre de coefficients que vous avez dans votre modèle. Plus l'écart est grand, plus le nombre de degrés de liberté sera important. On le traduit par la relation n moins p. P, c'est le nombre de coefficients du modèle. Si maintenant, les facteurs n'ont pas d'effet, c'est-à-dire que malgré les variations de proportion de constituants, la variation des réponses observées est purement aléatoire. Ben, ça revient à mettre finalement les données dans un même tableau, les valeurs dans un même panier, et naturellement, quand vous calculez la variance de ces valeurs, vous divisez la somme des carrés des écarts de ces valeurs par rapport à leur moyenne, SECT, par le nombre d'observations moins 1. C'est comme ça qu'on calcule l'écart type expérimental ou la variance expérimentale. Donc le nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés SECT, c'est n, moins 1, le nombre d'expériences que vous avez réalisées, moins 1. Et puis, il faut associer un autre nombre de degrés de liberté. C'est le nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés des écarts liés au modèle. Eh bien, c'est le complémentaire, P moins 1. Vous pouvez remarquer que n moins 1 est égal à P moins 1 plus n moins P. Voilà, on a encore cette décomposition. Alors, il va falloir calculer ces degrés de liberté, DDL, les consigner dans le tableau d'analyse de régression, dans la colonne suivante. Pour les calculer, soit vous pouvez les rentrer à la main, c'est pas difficile de compter le nombre de coefficients et de transformer ce nombre de coefficients petit p en degrés de liberté. Vous pouvez, de façon plus élégante, quand on fait une feuille de calcul Excel, utiliser la fonction colonne au pluriel, colonne avec un S, pour compter, dénombrer le nombre de colonnes de la matrice X. X, c'est la matrice du modèle. La matrice du modèle, c'est l'extension justifiée de la matrice d'expérience, et elle fait P colonnes. Donc en écrivant égal colonne de X moins 1, vous aurez le nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés SECM. De la même façon, si vous voulez avoir le nombre de degrés de liberté n-1, vous allez calculer le nombre de lignes de la matrice du modèle, X. Pour connaître le nombre de lignes, vous avez une fonction dans Excel qui s'écrit ligne au pluriel. J'insiste bien sur le pluriel, puisqu'il existe des fonctions ligne et colonne sans S qui ont d'autres finalités. Et en faisant ligne de X moins 1, on obtient le nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés SECT. Et puis, par différence, vous obtenez le nombre de degrés de liberté de la somme des carrés des écarts résiduels, n-p, donc ligne de x moins colonne de x, et vous retrouvez que le nombre de degrés de liberté total est égal au nombre de degrés de liberté modèle plus le nombre de degrés de liberté résidu. Alors, comment passer du coefficient de détermination R2 au coefficient de détermination R2 ajusté, dont vous voyez apparaître la valeur en bas, et on va la commenter? Eh bien, de façon très simple. On part de la définition du coefficient R2, 1 moins SCE sur SCT, et on va transformer ce rapport de somme de carrés en rapport de variance. La variance, c'est le carré moyen, c'est ce que vous voyez apparaître dans la colonne CM, pour carré moyen, c'est une variance. C'est le rapport entre la somme des carrés et le nombre de degrés de liberté. Au numérateur, on divise SCE par n-p, au dénominateur, on divise SCT par n-1. Et ce qu'on obtient ici, c'est un coefficient de détermination ajusté de 79,58%. Et c'est ce coefficient qu'il faut utiliser lorsqu'on veut comparer la qualité descriptive d'un modèle de degré I avec un modèle de degré I plus 1 ou I plus 2. Mathématiquement, le R2 ajusté est toujours inférieur ou égal à R2. S'il venait à être égal, ce serait nécessairement égal à 100%, à 1, ce qui voudrait dire que le modèle passe exactement par les points expérimentaux. Attention, ce coefficient R2 peut être négatif. R2 tout court varie mathématiquement entre 0 et 1. R2 ajusté peut être négatif. En effet, imaginez que le numérateur SCE sur n-p, c'est-à-dire la variance liée au résidu, l'emporte sur la variance totale, SCT sur n-1, eh bien, le rapport variance liée au résidu sur variance totale va être plus grand que 1, et donc le R2 ajusté sera négatif. S'il est négatif, dans le tableau, on ne l'affiche pas, on matérialise par un trait. De toute façon, dans cette situation particulière,
qui peut arriver, le graphe d'adéquation vous aurait déjà donné l'information, les points seraient très loin de la première bisectrice. Alors, comparons ici les différents R2 et R2 ajustés des différents modèles que l'on peut fabriquer à partir de notre jeu de données. Alors, pour le modèle de degré 1, le R2 est très légèrement supérieur à 0, c'est le petit bâton gris que vous voyez apparaître dans la case D égale 1. Le R2 ajusté n'apparaît pas du tout parce qu'il est fortement négatif. Ensuite, quels que soient les modèles, degré 2, degré 3, degré 4, modèle de Becker HE1, modèle de Becker HE2, vous voyez que systématiquement le R2 ajusté en bleu est plus petit que la valeur de R2, qui est représentée par un bâton gris, on n'a pas mis la valeur. Et vous voyez que pour les modèles de degré 3 et de degré 4, en fait, il y a proximité entre ces deux coefficients, ils sont très très proches de 100%, et que le R2 ajusté, dans un cas, vaut 99,41%, et que dans l'autre cas, le R2 vaut 99,43%. Donc comment dire qu'un modèle est meilleur que l'autre? J'espère que personne, au vu de ces deux coefficients, ne dirait que le modèle de degré 4 est meilleur que le modèle de degré 3. Ils sont tous les deux excellents, descriptifs. Alors il va falloir aller chercher d'autres indicateurs pour essayer de, en particulier, quantifier la qualité prédictive. Donc attention dans votre pratique de ce genre d'opérateur, comparez des modèles uniquement à partir des R2 ajustés. Si vous comparez uniquement avec le coefficient R2, tout court, ce coefficient va augmenter avec le degré du modèle. C'est ce que je rappelle ici, on compare la qualité descriptive à partir du coefficient R2, et attention, le R2 ajusté ne croît pas systématiquement avec le degré du modèle. Donc faites les calculs, mettez côte à côte, et puis il faut arriver à conclure. Donc ici, finalement, les deux modèles degré 3, degré 4, mais on l'avait vu sur le graphe d'adéquation, présentent une excellente qualité, on ne peut pas faire mieux que 100%, une excellente qualité descriptive. On va se demander donc par la suite quelle est leur qualité prédictive. Donc nous sommes arrivés de façon peut-être un peu laborieuse, mais il me paraît utile de rappeler ce que c'est que l'analyse de régression à la fin de ce quiz, à la fin de cette séquence, et on vous propose de répondre à un quiz pour capitaliser l'information. Quelle est l'hypothèse sous-jacente à l'analyse de régression et quel est le principe de cette analyse? Écrire la décomposition de la somme des carrés des écarts total, SCT, sous la forme d'une somme de deux sommes de carrés d'écart, SCE et SCM. Bien sûr, on vous demande d'écrire la décomposition. À quoi correspond le nombre de degrés de liberté que l'on associe à la somme des carrés des écarts des résidus, la somme SCE? Commenter l'expression du coefficient de détermination R2, d'où vient-il, que représente-t-il, quelles sont les hypothèses, quels sont les avantages et les inconvénients de ce coefficient. Commenter l'expression du coefficient de détermination R2 ajusté, partez de la formule, et puis préciser à quoi correspondent les différents termes de la formule. Et enfin, dernière question du quiz, puisque vous avez fait dans un premier temps des feuilles de calcul pour différents modèles, puisque dans un second temps, vous avez fait les graphes d'adéquation, et bien dans un troisième temps, maintenant, vous allez estimer la qualité descriptive des différents modèles à partir des coefficients R2 et R2 ajustés. Seul le R2 ajusté va vous permettre de trancher pour trouver finalement le modèle le plus descriptif. Voilà, nous avons atteint la fin de la séquence 2. Nous avons désormais appris à chiffrer la qualité descriptive d'un modèle à partir d'un indicateur, R2 ajusté. Et dans la séquence 3, nous allons introduire une nouvelle matrice, qui est la matrice H, qui va nous permettre, de façon très simple, de passer de la qualité descriptive à la qualité prédictive. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la suite de cet exposé. Merci encore de votre attention.